Bonjour, alors aujourd'hui on va voir la non-résolubilité par radicaux en degré 5. Ça a été proposé par un follower, Egidius Rex, et qui m'a dit, bah oui, il y a certainement plein de gens qui aimeraient savoir ça, savoir comment montrer ceci. C'est vrai que c'est un résultat que même des non-mathématiciens connaissent, on peut en faire même un sujet de société. Il y a je sais pas, il y a des gens qui ont dû le connaître même dès l'âge de 7 ans, ce résultat, parce que ça mêle science et un certain romantisme avec Galois qui se bat en duel et qui écrit la preuve la veille du duel et pendant la nuit qui l'a précédé. Alors, je peux comprendre que quelqu'un qui a quelques notions de groupe et quelques notions de corps se dise, tiens, je vais essayer de comprendre ce résultat, mais il faut se taper quand même une grosse littérature, regardez les livres de théorie de Galois. Bon, ce serait bien de trouver un raccourci pour la preuve et de dire, bon, voilà, hein, là, cette vidéo s'adresse à quelqu'un qui se dit, bah, je veux juste qu'on me donne une équation de degré 5 qui n'est pas résolu par radicaux, et puis me donner une preuve à partir de quelques notions raisonnables de théorie des groupes et de théorie des corps et extension de corps. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va supposer que, alors on va être sur Q, on va faire comme Galois, on est quand même sur le corps des rationnels, mais avec une petite extension du corps des rationnels, on mettra ici, on rajoutera à Q suffisamment de racines de l'unité. Donc dès qu'on a besoin d'une racine de l'unité, pourvu qu'on en ait besoin d'un nombre fini, évidemment, sinon là on aurait une extension infinie de Q, mais tant qu'on en a besoin que d'un nombre fini, eh bien on supposera que c'est dans K. Voilà. Bon, par exemple, si on s'intéresse à l'équation x3 moins 2, égale 0 sur q, dont les racines sont ces racines cubiques de 2, j racine cubique de 2 et j2 racine cubique de 2, et ben on prendra k égale q de j. Comme ça, le corps sur k engendré par les racines ici, ce sera k de racine cubique de 2. Voilà. Bon, alors, puisqu'il est question de résolubilité par radicaux, on va déjà commencer par regarder ce qui se passe quand on prend la racine énième d'un élément petit a de k. Bon, on va se baser sur k. Bon, alors, prendre la racine énième revient à prendre la racine pim avec p premier plusieurs fois, de faire une succession de racines pim avec p premier, bien sûr. Donc on va s'intéresser dans un premier temps à l'équation xp moins a égale 0, avec a dans k, bien sûr, et p premier. Alors, le premier résultat qui est assez connu, c'est que xp moins a comme ceci, soit il a une racine dans K, d'accord, voilà, et s'il est sans racine dans K, alors celui-ci est irréductible. Par exemple, lui, il n'a pas de racine là-dedans, eh bien, il est irréductible. Mais ça, c'est assez facile de voir qu'il est irréductible ici. Bon, parce qu'il va être irréductible sur Q, parce qu'il va être de Eisenstein. Et ensuite, c'est pas difficile de voir que, comme il est irréductible sur Q, il va être irréductible aussi sur Q de J, pour des questions de degré d'extension. Bon, on va pas aller plus loin là-dessus, on va regarder le cas général ici. J'ai vu dans des livres des preuves assez longues. Voilà la preuve la plus courte que je peux proposer. xp-a, supposons, donc on suppose que xp-a est sans racine dans K. Et on va prendre xp-a, on va supposer par l'absurde qu'il se décompose en le produit de deux polynômes sur K, qui sont dans K de x. Bon, alors on va prendre f.
Alors si la décomposition n'est pas triviale, ça veut dire que f va être de degré strictement inférieur à p. Et donc dans une extension, il va se décomposer en x, en produit de grand X moins bêta i de 1 à m. Et les bêtas, bien sûr, sont tous des racines de f, et donc des racines de xp-1, ce qui fait que bêta i puissance p est égal à a. Je vais regarder le produit de tous les bêta i qui appartient à k. Pourquoi ça appartient à k? Parce que c'est le coefficient en degré 0 de f, qui est un polynôme de k de x. Donc ça appartient à k. Et comme m est strictement inférieur à p, qui est premier, eh ben, j'ai une relation de Bezout, m et p sont premiers entre eux, et j'ai une relation de Bezout entre m et p. Maintenant, je vais calculer a puissance u fois bêta puissance v. Le tout puissance p. C'est difficile. Je vais avoir a puissance up, et maintenant bêta, quand on regarde, chaque bêta i à la puissance p, ça va faire a. D'accord ? Donc il va y avoir a puissance m, puisqu'il y a m bêta i, et on a la puissance v, donc on va avoir a puissance vm. Donc ici on a up plus vm, puisque c'est le même a là, et ça fait 1, donc ça fait a. Mais ça appartient à k, puisqu'on a dit que petit a, il appartenait à k, bêta, il appartenait à k aussi, donc ça appartient à k, et donc on a un élément de k dont la puissance p vaut a, et donc ça, c'est absurde. Donc on a l'irréductibilité. Voilà. Alors maintenant, donc voilà la fin de la preuve. Alors maintenant, étudions d'un peu plus près, en termes d'extension de corps, ce que va donner le corps sur K, donc l'extension de K, engendrée par les racines de ce polynôme, et on va regarder ce qu'on appelle le groupe de Galois de cette extension. Alors regardez, d'abord, prenons alpha puissance P égale A, d'accord? Donc on peut en déduire que soit alpha est dans K, dans ce cas-là, K de alpha est égal à K, soit alors, le degré de l'extension, c'est le degré, c'est bien connu que c'est le degré du polynôme, c'est-à-dire c'est P. Bien. Et on a besoin, évidemment, de l'irréductibilité, d'accord, pour pouvoir dire que K de alpha est isomorphe au corps K de x quotienté par le polynôme minimal de alpha, et le polynôme minimal par irréductibilité, c'est lui. Et donc le degré, c'est P. Donc là, je précise. Alors, maintenant, quand je parle de polynôme minimal de alpha, c'est le polynôme minimal annulateur de alpha qui est à coefficient en K. Polynôme minimal sur K. Alors, maintenant, K de alpha, il est intéressant ici dans cette situation-là, parce que juste avec alpha, le fait d'avoir suffisamment de racines de l'unité là va faire que K de alpha va contenir toutes les racines de xp-a, parce que les racines de xp-a, c'est des éléments de la forme oméga alpha avec oméga racine pim de l'unité. Et donc, comme c'est des racines pim de l'unité, elles sont dans K, donc dans K de alpha, il va y avoir tout ça. Alors maintenant, je vais regarder ce qu'on appelle le groupe de Galois de K de alpha sur K. Ce sont les automorphismes, c'est l'ensemble des automorphismes de K de alpha qui fixent K. Point par point, tout élément de K est fixé. Donc, ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que c'est des automorphismes de corps qui vont de K de alpha dans K de alpha, tels que G de petit k est égal à petit k si petit k est dans grand K. Et bien sûr, ça va avoir une structure de groupe, d'accord? Et un élément du groupe, G, est entièrement déterminé par l'image de alpha. Puisqu'on connaît l'image de alpha, eh bien, et que K est fixé, on va avoir une détermination de G sur tout K de alpha. Bien. Mais, étant donné que G fixe K, on voit bien que le fait d'avoir alpha P moins A égale 0,
ça va entraîner que G de alpha puissance P moins G de A, mais G de A c'est A, égale 0. Donc G de alpha est encore une racine du même polynôme, ce qui va faire que G de alpha est de la forme oméga alpha avec oméga dans UP. Bon, très bien. Donc on les a tous, c'est facile de les construire, ces automorphismes. On les a tous, il y en a exactement P, parce qu'ils sont entièrement déterminés par ça. Et maintenant, comment ils se composent? Donc quand on va faire la loi rond, on va avoir G, je vais appeler G oméga, le G qui est déterminé par ce oméga, et rond G oméga prime, si on le regarde sur alpha, ça va faire G oméga de oméga prime de alpha, mais comme c'est un automorphisme de corps, ça va faire G oméga de oméga prime fois G oméga de alpha. G oméga de oméga prime, ça fait oméga prime, puisque oméga prime est dans K, et que G oméga fixe K. Donc j'ai pris ici, c'est toujours mon hypothèse ici. Donc ici, je vais avoir oméga prime, oméga alpha. Et donc ce qui va faire que G oméga rond G oméga prime, ça va être G oméga prime oméga. D'accord? Et donc, ça veut dire que le groupe de Galois, ici, il est isomorphe au groupe des racines pm de l'unité, dont on sait que c'est le groupe cyclique Z sur PZ. Voilà déjà un premier résultat. Il nous en faut environ 4-5 avant de pouvoir conclure et vraiment travailler sur un exemple. Alors, nous voici rendus au deuxième volet de la preuve d'Évariste Galois. C'est raconter un peu les extensions normales et pourquoi on fait des extensions normales. Regardez, vous avez un polynôme P dans K de X, et alpha i, l'ensemble des racines de P, i de 1 à n, et on va regarder donc le corps engendré par K, qui est toujours notre corps de départ, et les alpha i. Alors, quel est l'avantage de prendre toutes les racines? Alors, prenons G, un morphisme de corps de L dans K bar. Alors, K bar, c'est une clôture algébrique de K. Eh bien, forcément, et on va supposer que G fixe K, d'accord? Alors, forcément, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, alpha i, qui vérifie une certaine relation sur K, d'accord, qui est donnée par P, va être envoyé forcément sur un élément de K bar, qui vérifie aussi la même relation, d'accord, le même polynôme, puisque le polynôme, lui, il n'a pas changé, puisque G fixe K. Bien. Donc ça fait que alpha i va être envoyé sur un des alpha j. Voilà. Bon. Mais ce alpha j, il est aussi dans L. C'est ça l'avantage de les avoir pris tous. Donc, ce qui se passe, c'est que G va être un automorphisme de L. Il va aller de L, vraiment, dans L. D'accord? Voilà l'avantage, et on va s'en servir. Alors donc les automorphismes du corps L qui fixe K, c'est ce qu'on a appelé le groupe de Galois de L sur K. Et maintenant, on va avoir un petit jeu algébrique sur ces groupes de Galois grâce au fait qu'on a des extensions dites normales, c'est-à-dire où on a pris toutes les racines d'un certain polynôme sur K. Alors regardez, maintenant on part de K et on suppose qu'on a deux extensions normales. L c'est une extension normale sur K et M normale sur K aussi. Ce qui implique entre parenthèses que M est normal aussi sur L. Bon. Alors regardez ce qui va se passer. Le groupe de Galois de M sur K, je vais associer à tout sigma dans ce groupe de Galois sa restriction à L. Bien, alors, est-ce que c'est bien défini? Ben oui. Parce qu'on pourrait se dire que sigma, d'accord,
lui, il va de M dans M, mais sigma sur L, bah, on pourrait se dire ça va de L, mais pas dans L, dans M. Mais comme M est inclus, bon, ce sont que des extensions finies, donc c'est dans K-bar. Bien ici, on a assuré, comme L est une extension normale, ici, eh bien, on est sûr que sigma va rester dans L. D'accord? C'est exactement le résultat qu'on vient de voir ici. Et donc, on est bien dans le groupe de Galois, même si au départ, sigma devait aller de L dans M. D'accord? Avec les extensions normales, c'est comme Las Vegas, hein, en quelque sorte. Ce qui se passe à Las Vegas reste dans Las Vegas. Ça sort pas. Hein, d'accord? Là, pareil. Hein, L, a priori, il partait dans M, ben non, il va rester dans M. Voilà. Alors donc, ça veut dire que cette application est bien définie. Mais en plus, c'est un morphisme de groupe, parce que quand on a la loi rond, là, ici, on a la loi rond. Donc ça, il n'y a pas de problème. Bien. Maintenant, ben, encore mieux, c'est surjectif. Alors ça, c'est pas tout à fait évident, mais presque. Ce que je vais faire, c'est je vais partir de taux, un automorphisme de L sur K, et je vais essayer de le prolonger en un automorphisme de M vers M. Alors M, il n'est pas évident que M est égal à un L de alpha, mais ce qui est sûr, c'est que, étant donné qu'ici, on a une dimension, on a la notion dans les extensions de corps de dimension, et que la dimension de M sur L est finie, eh ben, on a un nombre fini de bêta I, tel que M est égal à L de bêta 1, bêta 2, etc., hein, pour un nombre fini. Donc, si j'arrive à l'étendre à chaque étape, ben, j'ai gagné. Alors, regardons donc une étape élémentaire d'extension de taux. Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'une extension, donc on va dire monogène, hein, avec un seul générateur, hein, élémentaire? C'est une extension de la forme L de bêta, donc L de bêta, ça va être L de x quotienté par un polynôme irréductible, hein, le polynôme minimal de bêta sur L. Alors, regardez, vous avez taux qui va de L dans L, d'accord, qui fixe K, et L qui s'injecte naturellement dans K bar. Et maintenant, je vais commencer par définir une application, un morphisme d'anneau de L de x dans K bar. Comment? Eh bien, à un polynôme de L de x, je lui associe, donc je l'appelle P, hein, ce polynôme, je lui associe taux de P. Bah, c'est simple, c'est le même polynôme, d'accord, mais où les coefficients qui sont dans L sont transformés par taux l'image par taux des coefficients, donc taux de AI, et je vais évaluer x en alpha, donc je vais avoir somme de taux de AI alpha I. Qu'est-ce que c'est que alpha? Ben, alpha, ça va être une racine de taux de f. Donc je vous ai dit que on prenait f, un irréductible, sur L, donc alpha qui est racine de taux de f, c'est un polynôme qui est défini par ça, et une racine de taux de f, c'est bien dans K bar. D'accord? Donc ça veut dire que, bon, alors bien sûr, ça va être bien défini, hein, ce morphisme, et c'est la propriété universelle, hein, des polynômes, et bon, on voit bien que f va aller vers 0, puisque quand on va regarder l'image de f, ça va être 0. Donc on peut quotienter par f, et comme f est tiré par l'idéal engendré par f, hein, passage au quotient, et ici on a un corps. Voilà. Et bien sûr, ce qu'on a bien défini ici, ça va être un prolongement de taux. Alors maintenant, on va prolonger jusqu'à m, avec des extensions monogènes, comme ça, et on va aller jusqu'à m. Et une fois qu'on sera à m, on aura une extension de taux, donc un morphisme de corps, qui envoie m sur K bar, et qui prolonge taux.
mais comme M a été supposé normal, eh bien ça va être encore un automorphisme de M. Alors j'ai oublié de dire dès le départ, mais bon, c'est peut-être clair pour tout le monde, je pense, c'est que, étant donné qu'ici on a un corps, d'accord, les idéaux d'un corps, c'est, ils sont triviaux, c'est soit L tout entier, soit juste les zéros, et du coup, un morphisme, ici, s'il n'est pas trivial, alors il est injectif. Voilà, parce que son noyau, c'est forcément un idéal. Voilà. Bien. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré qu'on avait ici, par restriction, bien défini un morphisme entre le groupe de Galois M sur K et le groupe de Galois L sur K, qui est surjectif. Et maintenant, quel est son noyau? Forcément, son noyau, c'est les éléments sigma, tels que la restriction de sigma à L, c'est l'identité, c'est-à-dire c'est le groupe de Galois de M sur L, parce que ça va fixer le sous-corps L. Donc, maintenant, ça veut dire que on a démontré que le groupe de Galois, ici, de M sur K, quotienté par son sous-groupe, ici, le groupe de Galois de M sur L, qui du coup devient un sous-groupe distingué, est isomorphe au groupe de Galois de L sur K. Ce qui est très rigolo, parce que finalement, c'est comme une règle, d'accord, hein, c'est comme une règle de division, hein, où on divise M, d'accord, comme ça, on simplifie par M, et le L passe au-dessus, d'accord. Donc on voit bien que les notations sont très bonnes, parce qu'elles donnent des égalités naturelles. Et maintenant, troisième volet, la notion de résolubilité. C'est la grande contribution de Galois, c'est de traduire finalement la notion d'être résoluble par radicaux, c'est-à-dire que x est égal à racine PIM ou racine NIM de un truc qui va s'écrire en fonction d'autres racines MIM de trucs, hein, et où ça se termine à la fin sur K, d'accord? Regardez ça en termes de groupe, puisque ce x, il va se retrouver dans une extension normale, et que cette extension normale va avoir un groupe de Galois, et comment on peut traduire une propriété du groupe particulière, que n'auraient pas tous les groupes, en fait, c'est toute l'idée là, et qui va provenir, cette propriété, qui va provenir du fait que x est résolu par radicaux. Voilà toute l'histoire. Donc allons-y. On suppose que M, c'est K de alpha 1 jusqu'à alpha n, avec alpha i puissance pi, d'accord, pour un certain p premier, qui appartient au corps précédent, on va dire, K de alpha 1 jusqu'à alpha i moins 1, hein, les pi premiers. Donc on va avoir une suite comme ça de corps, où là on va avoir K au départ, K de alpha 1, avec alpha 1 puissance P1 qui est dans K, alpha 2 puissance P2 qui est dans K de alpha 1, donc on rajoute alpha 1, on rajoute tout jusqu'à obtenir M. Et à chaque fois, d'après ce qu'on a dit dans le premier point, on a à chaque fois des extensions normales. Ça vient du fait qu'on a suffisamment, hein, et je vous rappelle que c'était, quand j'ai dit suffisamment de racines nème de l'unité, c'est-à-dire qu'il y en a un nombre fini, hein, puisque ici c'est toujours fini. Bon, là les alpha i, il y en a un nombre fini, donc des pi, il y en a un nombre fini. Bien, alors d'après ce qu'on a vu dans le point 1, ici on va avoir un degré qui est 1 ou P, puisque soit alpha 1 appartient à K, et dans ce cas-là, on fait du surplace, hein, soit alpha 1 n'appartient pas à K, et dans ce cas-là, on a une extension directement de degré P, puisque P1, disons là, puisque on a un polynôme x puissance P1 moins le fameux élément de K, qui est irréductible. Voilà. Et là, pareil. Bon. Donc, bon, si le degré est 1, c'est comme si on n'avait pas d'extension, hein, et si le degré est P, on a une vraie extension. Et maintenant, regardons ce qui se passe juste là, et puis la généralisation elle est évidente, juste à ce niveau-là, en imaginant que M c'est lui, eh bien, on a vu que comme on n'avait que des extensions normales, le groupe de Galois de lui sur lui est un sous-groupe distingué du groupe de Galois de lui
sur lui, et que le quotient, c'est le groupe de Galois de lui sur lui, que j'écris ici. Mais ce groupe de Galois-là, donc de lui sur lui, puisque c'est une extension par un élément qui va être annulé par un polynôme de type xp-a, en quelque sorte, eh bien, on sait que ce groupe de Galois-là est cyclique. Maintenant, le quotient de ce groupe, alors ce groupe-là, on ne sait pas ce qu'il a comme propriété, et c'est ça qui nous intéresse, hein, c'est cette propriété que l'on cherche. Ce groupe-là, d'accord, ce qu'on sait, c'est que son quotient par ce groupe-là, c'est, par cette règle des quotients, c'est le groupe de Galois de K1 sur K. Mais le groupe de K1 sur K, eh ben, il est cyclique, encore une fois. Donc chaque extension élémentaire ici, d'accord, de là, vers la suivante, donne lieu à un groupe cyclique. Hein, Z sur PI, Z. Voilà. C'est ce qu'on a vu au premier point. Donc maintenant, on a compris ce qui va se passer. On a la notion de résolubilité. Et le groupe de Galois de M sur K va être résoluble dans le sens suivant. On a une suite de sous-groupes qui sont distingués les uns dans les autres, j'appelle GI, tels que GI quotienté par GI-1 est cyclique. Voilà, ça va être ça, un groupe résolu. Et j'affirme que celui-ci, là, est résoluble, c'est ce qu'on vient de voir, mais en général, là, après c'est une récurrence immédiate qui nous donne la résolubilité du groupe de Galois de M sur K. Donc voilà la propriété cherchée, cette propriété qui est caractéristique, on ne va pas en avoir besoin, mais elle est caractéristique des extensions obtenues comme ça par radicaux. Mais cette partie-là, on n'en a pas besoin pour trouver ce contre-exemple. Hein, voilà. Et cette partie-là n'est pas facile. Elle demande le théorème 90 de Hilbert, etc., etc. Donc là c'est un petit peu plus compliqué, mais on n'en a pas besoin ici. Alors maintenant, ce dont on va avoir besoin, c'est la stabilité par sous-groupe et groupe quotient. C'est-à-dire que quand je prends un sous-groupe d'un groupe résoluble, il est résoluble. Quand je prends le quotient d'un groupe résoluble, il est aussi résolu. Bon, c'est presque évident. En fait, c'est des petites choses qui se font avec des passages au quotient. Hein, d'accord, vous avez un groupe résoluble et vous prenez un sous-groupe. Eh bien, vous allez avoir ici G1 inter H qui va être distingué dans G2 inter H, qui va être distingué dans Gn inter H, etc. Et Gn inter H, c'est G inter H, donc c'est H. Et le quotient, c'est facile de voir que les quotients successifs, Gi inter H quotienté par Gi-1 inter H, eh ben ça s'injecte dans Gi quotienté par Gi-1. Pourquoi? Parce que on va injecter Gi inter H dans Gi, on va le prolonger par Gi, donc ça va nous faire un morphisme de Gi inter H vers Gi quotienté par Gi-1 par passage au quotient. Donc on fait une injection et une surjection, et globalement ça nous fait un morphisme. Et le noyau de ce morphisme va être évidemment Gi-1 inter H, ce qui va faire qu'on va avoir une injection, puisqu'on quotiente par le noyau, et donc on a quelque chose d'injectif par passage au quotient. Ah oui, j'ai oublié de dire que, étant donné que ça c'est cyclique, un sous-groupe d'un groupe cyclique est toujours cyclique, donc ici on va avoir des quotients successifs qui sont cycliques, et donc G inter H va être résolu. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on a un sous-groupe H distingué de G, et qu'on regarde G sur H? G sur H est encore résolu. Pourquoi? Parce que on va avoir cette suite-là de sous-groupes qui sont distingués les uns dans les autres. Et en fait, quand on va regarder Gi quotienté par Gi-1, bien, il s'envoie, donc déjà, vous prenez Gi, il va s'envoyer là-dessus, surjectivement, il va s'envoyer là-dessus, surjectivement, et Gi-1, d'après ça, va aller vers, il va y avoir passage au quotient. Gi-1 n'est pas le noyau, mais il va y avoir un passage au quotient, et comme on est parti d'une surjection, ça reste surjectif. Donc on a une surjection
de là vers là, ce qui va faire que les quotients successifs ici sont des quotients de groupes cycliques. Et le quotient d'un groupe cyclique est encore cyclique, donc ici, G sur H va être résolu. Alors, pour la petite histoire, quand même, on a la réciproque, c'est-à-dire si H est résoluble et G sur H résoluble, ben avec des suites de Jordan-Hölder, on arrive à faire on arrive à montrer que G est résoluble, hein, réciproquement, mais on n'en aura pas besoin. Voilà, hein, pour notre contre-exemple. Voilà, ben écoutez, ça converge, hein, on arrive bientôt, on attaque la falaise. Alors maintenant, le dernier volet avant d'exhiber un contre-exemple, c'est que Sn est non résoluble pour n supérieur ou égal à 5. Donc vous voyez, tous les groupes finis ne sont pas résolubles, et on a des exemples. Alors, pourquoi il est non résoluble? Bon, je vais l'expliquer brièvement. Ça, c'est plutôt de la théorie des groupes. Hein. S'il était résoluble, comme tout sous-groupe d'un résoluble et d'un résoluble, on aurait AN résoluble, donc là, le groupe alterné. Or, on sait que AN est simple pour n supérieur ou égal à 5. Hein, donc, si on sait qu'il est simple, il ne peut pas être résoluble, parce que ici, on aurait juste avant AN, dans la suite de sous-groupes distingués que demande la résolubilité, on aurait un Gn-1 différent de AN, distingué dans AN, donc forcément Gn-1 par simplicité, ce serait E, et ce qui fait que AN sur E serait cyclique. Mais cyclique, ça implique abélien, or AN n'est pas abélien. Voilà. Donc, contradiction. Alors pourquoi AN est simple? C'est quand même intéressant d'en voir quelques étapes. D'abord, AN est engendré par les 3 cycles. Ça, c'est assez classique de voir que un élément de AN, il est engendré par un nombre pair de transpositions. Et quand on a 2 transpositions, la composée de 2 transpositions, on peut toujours l'avoir comme engendrée par des 3 cycles. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, tous les 3 cycles sont conjugués. Alors, ils sont conjugués, ils sont Sn conjugués. Ça, c'est toujours vrai. Mais pour n supérieur à 5, ils sont toujours AN conjugués. Alors là, c'est là où c'est important d'avoir le nombre 5. J'ai vraiment besoin de 5, de n supérieur à 5, pour dire qu'ils sont AN conjugués. En gros, je vais pouvoir conjuguer 2-3 cycles par un élément de Sn, ça c'est clair, ça c'est bien connu, mais maintenant je veux que ce soit conjugué par un élément de AN. Et bien, si cet élément n'est pas dans Sn, étant donné qu'on a conjugué un 3 cycles, il nous reste dans le 3 cycles 2 éléments libres, puisqu'on en a n supérieur à 5, 2 éléments qui ne sont pas impliqués dans cette histoire, et quitte à composer par une transposition de ces 2 éléments, je peux conjuguer par un élément de AN. Voilà. Donc ça, c'est la partie où on comprend le 5. Donc maintenant, troisièmement, il faut montrer que si H est distingué dans AN, alors H, non trivial, hein. Alors H contient un 3 cycles. Voilà. Pourquoi? S'il est non trivial, je ne l'ai pas écrit. Alors, pourquoi il contient un 3 cycles? C'est ce qu'on appelle l'ajout d'invariants. C'est-à-dire que par conjugaison, parce que H est stable par conjugaison de AN, et par conjugaison de AN, on arrive à avoir plus d'invariants à chaque fois, jusqu'à ce qu'on tombe sur, finalement, un élément qui a le minimum d'invariants dans AN, c'est-à-dire un 3 cycles. Voilà. Et à partir du moment où on a obtenu un 3 cycles par ajout d'invariants, donc c'est un peu technique, mais voilà, eh bien, on a un 3 cycles, comme ils sont tous AN conjugués, les 3 cycles, il y a tous les 3 cycles, puisque H est distingué, et donc stable par conjugaison, et donc on a tout AN parce qu'il est engendré par les 3 cycles. Voilà l'histoire de AN simple. Voilà. Donc maintenant, ça y est, on peut avoir notre contre-exemple. On regarde le polynôme f
égale f de x égale x5 moins 6x plus 3 égale 0, et on va regarder L égale Q de toutes les racines. Quand on dérive, on voit que la dérivée s'annule deux fois, en racine quatrième de 6 cinquième et moins racine quatrième de 6 cinquième, et que f de 0 ça fait 3, f de 1 ça fait moins 2, et on voit bien qu'il y a 3 racines réelles. Donc 2 racines, finalement, dans C qui sont forcément conjuguées. Donc, maintenant, j'affirme que si j'appelle G le groupe de Galois de L sur Q, G va permuter les 5 racines, forcément, ça on l'a vu, mais en plus de ça, il est entièrement déterminé par cette permutation des 5 racines, ce qui veut dire que le groupe G s'injecte dans S5. Alors maintenant, on va regarder G dans S5 en tant que groupe de permutation des 5 racines. Bien d'abord, il y a l'automorphisme bar. C'est un automorphisme de C, donc c'est un automorphisme qui va fixer L, forcément, ici, et il va engendrer, étant donné qu'il y a 3 racines réelles, il va fixer les 3 là, et il va permuter ces 2 là, donc ça va être une transposition. Donc déjà, dans G, on sait qu'on a une transposition. Maintenant, on a un 5 cycles aussi. Pourquoi? Parce que le groupe de Galois, ici, comme ce polynôme est irréductible, alors pourquoi il est irréductible sur Q? Parce qu'il est 3 Eisenstein, vous le voyez tout de suite. Puisque F donc, est irréductible, G, on sait qu'il agit sur les racines, mais il va agir transitivement. Parce que s'il n'agissait pas transitivement, il agirait avec, imaginons qu'il ait 2 orbites, ces 2 orbites, ça va nous donner des polynômes. Si par exemple alpha 1, alpha 2 est une orbite, on va avoir ce polynôme qui va être G invariant, puisqu'il va envoyer alpha 1 sur alpha 2 sur alpha 1, il va être G invariant, et donc il va appartenir à Q de x, par un théorème de Galois classique, que être sur Q, c'est être Galois invariant. Bon, que j'ai pas démontré, oui, c'est vrai. Ok, donc bref, on va avoir une action transitive parce que le polynôme est irréductible sur Q et qu'on a pris le groupe de Galois sur Q. Voilà. Donc ça veut dire que 5, c'est le cardinal d'un quotient de G par le stabilisateur, donc 5 divise le cardinal de G, mais comme G est dans S5, la seule possibilité, on sait qu'il y a un élément d'ordre 5 par le lemme de Cauchy, et donc la seule possibilité d'avoir un élément d'ordre 5, c'est que ce soit un 5 cycle. Alors on sait que un sous-groupe de S5 qui contient une transposition et un 5 cycles, c'est S5 tout entier. Voilà. Donc, on voit que le groupe de Galois, donc on a égalité ici, maintenant, et on voit que le groupe de Galois, ici, n'est pas résolu. Donc, si vous voulez, vous regardez Q inclus dans L, et vous regardez M, donc vous supposez que les alpha I soient résolus par radicaux, donc ça s'injecte dans un grand M, M qui est normal sur un certain K, et K qui est aussi résoluble sur Q parce qu'il contient que des racines de l'unité aussi, on peut montrer que c'est résoluble là. Donc ça veut dire que M, ici, le groupe de Galois de M sur Q va être résoluble, et donc le groupe de Galois de L sur Q, qui est un quotient, d'accord, va être résoluble aussi. Donc ça voudrait dire que S5 est résoluble, et ça c'est faux. Voilà, en gros, j'ai à peu près tout démontré, sauf des petits détails. Et on est arrivé directement à un contre-exemple, d'accord? Mais si vous voulez le résumer pour un grand public, vous avez qu'à dire uniquement, il y a non-résolubilité par radicaux en degré 5, parce que 5 est égal à 3 plus 2. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.